Ils sont déjà à Kinshasa. Les chefs d'État de pays membres du COMESA vont démarrer leurs travaux ce mercredi 26 février 2014 autour du thème « Consolider le commerce intra-COMESA à travers le développement de petites et moyennes entreprises ». 3 ans après le lancement de l'opération Likofi dans la capitale, les résultats sont palpables sur le terrain, a fait savoir le ministre de l'Intérieur à la presse ce mardi 25 février 2014. Soutien du gouverneur de la province de l'Équateur, lui Alphonse Koyagalo, pour son rétablissement. Une marche a été organisée à Mbandaka par le peuple autochtone Ngele Antando. Ce journal vous est présenté par James Katambwa. Très heureux de vous retrouver ce mardi 25 février 2014 pour cette grande édition du journal télévisé et sur la chaîne de référence. Comme l'a si bien dit Patricia Abaswa dans ce sommaire, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite du 26 au 27 février 2014 le sommet des chefs d'État de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Ce sommet est placé sous le thème « Consolider le commerce intra-COMESA à travers le développement de PME ». Quelles sont les attentes des Congolais pour ces assises? Des explications dans ces commentaires de Laïn Bofandombungu. Le sommet de Kinshasa, qui sera le deuxième, organisé une décennie après celui tenu en 1988, va regrouper un grand nombre de chefs d'État des pays membres de cette organisation régionale qu'est le COMESA. Ce sommet qui ouvre ses portes mercredi 26 février 2014 au Palais du Peuple tombe à point nommé à encore les organisateurs, dans la mesure où beaucoup de pays membres de cette organisation réalisent un taux de croissance significatif, bien que ceci ne se reflète pas dans la vie quotidienne des populations. S'agissant du thème choisi pour cette année 2014, à savoir consolider le commerce intra-COMESA à travers le développement des PME, les organisateurs de ce sommet ont tenu compte de l'environnement économique. En effet, en observant l'environnement économique du continent, ont-ils fait remarquer 80% d'emplois sont créés par les PME. Allusion faite également aux revenus générés par ces entreprises. Une manière pour cette organisation d'apporter un appui substantiel aux PME à travers les différentes politiques que le COMESA compte mettre en place, notamment par la création d'un fonds approprié pour les financer. Quant aux bénéfices que tireraient les peuples de la région autour de ces différents projets, le secrétariat général du COMESA a affirmé que ceux-ci trouvent leur compte dans la mise en œuvre des recommandations à l'issue des différents sommets. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la banque de cette institution régionale est déjà à pied d'œuvre concernant les différents projets, dont celui de la cimenterie de Kisangani en République démocratique du Congo. Pour rappel, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, très connu, son acronyme anglais COMESA, est une organisation internationale à vocation régionale dont l'objectif est de créer une union douanière entre les pays membres. Ce marché commun, fondé en décembre 1994 pour renforcer un accord de libre-échange en place depuis 1981, regroupe une population totale de 340 millions d'habitants et a un produit intérieur brut total de plus de 170 milliards de dollars américains. À propos de ce 17e sommet du COMESA, signalons déjà la présence dans nos murs de quelques chefs d'État. On signale la présence de présidents zimbabwéens, nord-soudanais, djiboutiens, zambiens, ougandais et tanzaniens. On signale également la présence du vice-président kenyan. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Njili par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a fait l'évaluation de l'opération Likofi au cours d'un point de presse ce mardi 25 février à l'hôtel Sultani à Gombe. Charles Manguez Mans a indiqué à la presse qu'à ce stade, les services concernés ont été mis à contribution afin de dissuader les gangs à revenir sur le droit chemin. Et puis, dans les tout prochains jours, il sera lancé l'opération Likofi Plus pour en finir avec les bandes criminelles. Patricia Molengo Ombolekuni et Damé Maongo pour le reportage.
Il était question au cours de ce face-à-face entre le ministre de l'Intérieur et les chevaliers de la Plume de faire l'évaluation de l'opération Likofi entendez coup de poing. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir à la presse que depuis le lancement de cette opération au mois de novembre dernier, des jeunes délinquants appelés communément Koulouna se sont rendus en grand nombre qui entrent les mains de la police, qui d'autres près des associations des encadrements de jeunes. Pour le Koulouna sceptique, Richard Mouyej a révélé que ces récalcitrants ont été pourchassés, arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Nombre de personnes interpellées, 925 au total, dont 283 à Lukunga, 447 à Funa, 53 au Moamba et 132 à la Tchango. La situation sécuritaire dans l'est du pays et au Katanga a été également au cœur du débat entre le professionnel des médias et le ministre de l'Intérieur. À ce sujet, il est à retenir que le FARDC se sont attaqués victorieusement aux milices ougandaises de l'ADF NALU. Et le 19 février dernier, les FARDC ont récupéré de main des APLC la localité de Lukweti et celle de Kinyumba et Luibo dans les territoires de Massissi. Pour ce qui est de la perturbation de l'ordre public par les Bakata Katanga, le ministre Mouyej a montré la procédure mise sur pied depuis 2007, à savoir celle de la carotte et du bâton. Enfin, Richard Mouyej a formulé une mise en garde aux acteurs politiques qui affichent un comportement non républicain, tout en invitant la presse et la société civile à aider le gouvernement à promouvoir l'émergence d'une classe politique responsable caractérisée par la probité morale. La haute cour militaire a ouvert hier lundi 24 février 2014 son audience dans la cause opposant l'auditeur général, ministère public, au prévenu Biamungu Maeshe et consorts. Ils sont poursuivis de mouvements insurrectionnels, refus d'ordre, désertion à bande armée, démobilisation de troupes, détention illégale d'armes à feu et munitions de guerre, détournement des deniers publics, destruction méchante et d'escroqueries commis bien sûr au sud de Kivu en avril 2012. Les plus amples détails avec Sylvain Kapombo Bosengele. Condamné au premier degré à la peine de mort et à la servitude pénale à perpétuité par la Cour militaire des Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Uvira, ces prévenus et les ministères publics ont relevé appel devant la haute cour militaire. Au cours de l'audience tenue au siège de cette haute juridiction le 24 février 2014, la haute cour militaire a eu à vérifier les identités des appelants, tous du 9e secteur opérationnel au sud Kivu. Il a été remarqué, séance tenante, que pendant cette procédure, le colonel Saddam Iringo, présenté par le ministère public à la haute cour militaire, s'est fait identifier sous le nom de Itimana, identité non reprise dans le dossier, car pendant le fait, ces prévenus répondaient au nom de Saddam Iringo. À l'issue de cette audience, l'un des conseils des prévenus répondant au nom de maître Benjamin Bachengezi, du barreau de Kinshasa Matete, comparaissant pour le compte des prévenus Bolishima et Saddam Iringo, a sollicité une remise de 2 semaines pour des raisons de santé. Par ailleurs, au nom des intérêts de la défense, la haute cour militaire a répondu favorablement à cette demande et a renvoyé la cause à 3 semaines. Signalons qu'au cours de cette même audience, le ministère public a apporté à la connaissance des partis la publication au journal officiel de la loi portant amnistie pour les mouvements insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Il a prévenu les auteurs des détournements des deniers publics, d'escroqueries et d'extorsions qu'ils ne seront pas bénéficiaires de cette amnistie. À l'occasion de l'an 1 de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, une conférence débat a été organisée hier lundi 24 février 2014 dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs orateurs étaient au programme, au nombre desquels le numéro 1 du mécanisme national de suivi, François Mwamba Tishimbi, qui a exposé sur les avancées de ces accords. Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangotoy. C'est en présence des personnalités politiques, diplomates, acteurs de la société civile et étudiants que les intervenants ont exposé sur l'accord cadre d'Addis Abeba. D'abord, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Moustapha Soumaré, qui a martelé sur l'engagement pris par les États. Le général Denis Kalume a pour sa part fait la présentation des mécanismes de suivi sur le plan international, régional et national. Prenant la parole, le coordonnateur national du MNS a exposé sur les avancées du dit accord. La crise récente, née de l'agression qui a instrumentalisé la rébellion du M23, a donné l'opportunité à la République démocratique du Congo, à la région et au reste
de la communauté internationale de s'attaquer et de chercher à résoudre les causes profondes de cette instabilité récurrente qui provoque à l'est de la République du Congo. L'accord cadre dispose que, au niveau national cette fois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a renouvelé son engagement à, le premier point, continuer à approfondir les réformes du secteur de la sécurité, c'est de consolider l'autorité de l'État, en particulier dans l'Est de la République, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Ces différents exposés n'ont pas laissé indifférents les participants, d'où la réaction du sénateur Jacques Njoli. Il nous appartient maintenant, nous, sur les 6 points qui ont été mis en exergue, à savoir la réforme de notre système de gestion. Bref, c'est sur ces points-là que nous devons reconstruire l'État pour devenir ce que le coordonnateur national a appelé un pays normal. L'accord cadre pour la paix et la sécurité a été signé à Addis Abeba le 24 février par la RDC et 10 autres États de la région. Le Kenya et le Soudan ont aussi rejoint le groupe de pays signataires au dernier sommet de l'Union africaine. En rapport avec ce premier anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, les habitants de la ville de Béni estiment que le gouvernement de la RDC a respecté quelques-uns de ses engagements. Par contre, ils fustigent le fait que les pays voisins de la RDC continuent à violer les textes de cet accord et demandent plus de pression de la communauté internationale pour que cet accord contribue au retour effectif de la paix dans l'est de la RDC. Correspondance sur place de Fiston Mamba. 24 février 2013, 24 février 2014, cela fait une année depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba par les États de la région des Grands Lacs. Dans cet accord, les États de la région des Grands Lacs avaient déclaré mettre en œuvre les textes de ces derniers pour que la paix revienne dans cette partie de l'Afrique. 9 chefs d'État et des représentants du gouvernement avaient signé ces textes en présence de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Une année après, que passent les Congolais de l'application de cet accord? Les avis sont partagés. Pour l'organisation citoyenne Action pour la paix en Afrique, plusieurs avancées ont été enregistrées du côté de la RDC, notamment la neutralisation de la rébellion du M23 et les opérations Sokola 1 en cours dans les territoires du Béni contre les rebelles ADF. Cette organisation demande aux autres États membres de la CRGL, dont le Rwanda et l'Ouganda, de respecter leur signature et de cesser tout soutien aux groupes armés actifs sur le sol congolais. Depuis Béni, Fiston Mambala Rousse pour Antenne 1. Le bureau de la CENI dirigé par M. l'abbé Apollinaire Malou a poursuivi ce mardi 25 février les échanges citoyens avec les membres des différentes structures de la société civile en vue d'apporter leur contribution pour, in fine, réussir à organiser des bonnes élections dans les processus 2013-2016. Au nombre des suggestions, les acteurs de la société civile ont préconisé la mise en place des commissions ad hoc, par exemple, genre et élections, jeunes et élections, associations culturelles et élections, diaspora et élections, médias et élections, justice et élections. La CENI déclare rester ouverte pour échanger avec toutes les parties prenantes au processus pour recueillir les avis et considérations du maximum des Congolais afin de publier un calendrier électoral et surtout réussir à produire des élections crédibles et apaisées. Les habitants de la ville de Mbandaka ont organisé une marche de soutien le lundi dernier à l'endroit du gouverneur de la province, Louis Alphonse Koyagalo Mbassé Tegerembo, de retour au pays après une absence de près de 6 mois pour des raisons de santé. Retour sur l'ambiance qui a régné dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur avec Sylvain Kapombo Sengele et Sylvie Fortuné Mboula.
Mobilisé comme un seul homme, le peuple autochtone de l'Équateur, communément appelé Ngele Antando, ont voulu manifester leur gratitude à l'endroit de leur gouverneur, Louis Alphonse Koya Diallo, de retour à Kinshasa après 6 mois passés en Afrique du Sud pour des soins médicaux. C'est ce qui justifie l'organisation de cette marche à pied de plus de 3 heures sous un soleil accablant. Sous les rythmes de la fanfare, de banderoles en main, les manifestants estimés à plus ou moins 1500 de toutes catégories confondues ont parcouru 6 km en passant par l'avenue Intela, l'un des quartiers populaires de Mbandaka, Bonsomi, Madoua, jusqu'au siège de MONUSCO Équateur, où un premier mémorandum a été déposé, puis à l'Assemblée provinciale. Pour l'Ngele Antando, l'objectif a été atteint. À l'occasion de la marche des joies pour marquer le retour du gouverneur Louis Alphonse Koya Diallo, que vous avez élu ici dans cette assemblée, dans cette émission. Nous vous formulons ces vœux en toute sincérité, ainsi que l'ardeur de nos cœurs. Nous ne cesserons jamais de demander à Dieu de vous conserver longtemps à l'Équateur, de ne vous refuser aucun de ces dons, afin que notre province retrouve sa place déjà négligée par vos prédécesseurs. Selon ces peuples autochtones, cette manifestation prouve à suffisance leur soutien sans faille à Louis Alphonse Koya Diallo, qu'ils considèrent comme leur fort qui a réussi à donner de l'espoir à tous les Équatoriens. Cette initiative spontanée atteste à quel point l'Équateur en général et Mbandaka en particulier attendent impatiemment revoir leur gouverneur. Pour célébrer son premier anniversaire, Orange RDC organisait depuis un certain temps une grande tombola à travers le pays. La dernière remise des prix de cette tombola a eu lieu ce mardi 25 février 2014, à cadre choisi, le cercle de Kinshasa. Pour Antena, Jean-Louis Miaswekama et Igmou Sanguilay. Un an d'Orange, ça se fait avec une tombola. Nous avons eu des prix journaliers, nous avons remis comme aujourd'hui 90 000 francs congolais à quelques gagnants. Nous avons remis également des téléphones et 450 000 francs congolais. Ça, ce sont les prix hebdomadaires. Et nous avons également eu des prix mensuels, des billets d'avion et puis 4 500 000 francs congolais que nous avons remis également aujourd'hui. Et à la fin, nous avons donné notre grand prix de 27 millions de francs congolais. À la tombola d'Orange, les gagnants sont nombreux, comme les prix. Félicitations, félicitations, félicitations madame. Vous avez la meilleure collection. Là, moi je suis peu important. Bravo. Et les gros lots ne manquent pas, comme les billets Kinshasa-Djobourg, Kinshasa. De grosses sommes et surtout le jackpot de 27 millions de francs. Bravo, bravo monsieur Jean-Pierre. Comment? Impression du grand gagnant. Et ensuite, j'ai gagné un billet d'avion qui est en Afrique du Sud avec séjour. Et j'ai vu que non, ça ne sert à rien de m'arrêter. Quand on aime une femme, quand on donne, on oublie. On voit la femme. Mais quelles sont les règles de cette tombola? Dès que vous envoyez le message au 44 000, c'est-à-dire Orange au 44 000, vous allez recevoir effectivement des questions. Vous allez répondre à ces questions et gagner des points. Alors, vous êtes en mesure de gagner des prix journaliers. Et si vous continuez à jouer, vous êtes encore en mesure de gagner nos prix hebdomadaires et encore le prix mensuel et même le dernier prix. La vie change avec Orange. 25 février 2002, 25 février 2014, voilà 12 ans, jour pour jour, depuis que Okapi, la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo, a émis son premier signal. La radio Okapi a été créée par l'ONU en collaboration avec la Fondation Hirondelle, une ONG suisse spécialisée dans la création des médias dans les régions en proie à des conflits. Dom Momat et Damien Maungo reviennent sur les 12 ans d'existence de la radio Okapi. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs, voilà quelques-unes des émissions les plus suivies en République démocratique du Congo. Elles sont l'œuvre de la radio Okapi, une station qui a vu le jour un certain 25 février 2002. Le mérite de cette radio ont été récompensés par de nombreux prix, notamment le trophée Mwanamboka, le prix de la meilleure radio francophone du monde en 2010. Mais pour le chef d'antenne d'Okapi, le meilleur prix est ailleurs. Tout est parti le 25 février 2002. Donc Radio Okapi émet pour la première fois depuis les studios de Kinshasa sur l'ensemble du territoire congolais.
Et c'était en direct de Sun City où, en 2002, justement, il y avait des pourparlers de paix entre les différents acteurs du Congo. Le grand prix que Radio Okapi, c'est que Radio Okapi, c'est la radio la plus écoutée en RDC. Nous faisons 22 millions d'auditeurs. Après les départs de la MONUSCO de la RDC, quel avenir pour cette radio? Quand les Nations Unies partiront, ils vont certainement la confier à une structure qui va prendre le relais. Nous sommes en train de réfléchir sur quelle va être cette structure, sur quoi elle va s'appuyer. Et n'oubliez pas que 100%, en tout cas, de ceux qui travaillent à Radio Okapi, c'est quand même des Congolais. En 12 ans, avec près de 250 employés et un arsenal technique impressionnant, Radio Okapi couvre presque toute l'étendue de la RDC. Il se tient depuis le samedi 22 février dernier à Kinshasa un séminaire de formation de Jiu-Jitsu et Self-Défense. Et ce séminaire ira jusqu'au 30 mars prochain. 30 pratiquants au total prennent part à cette formation et ils apprennent de nouvelles techniques de base de cette discipline de combat. De détails dans ce reportage de Ndaye Ilambochi et Mathieu Ngadipofi. La Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense organise un séminaire de la mise à niveau pour les cadres techniques, les arbitres et les athlètes des équipes nationales de la spécialité. Cette session de formation de cognères de pieds et coups de main est animée par la direction technique nationale. Celle-ci est composée de maître Michel Beyabukasa et ses adjoints. Au menu, la révision des différents mouvements des duo systems et des fighting systems. Le démarrage du stage technique et d'arbitrage pour la mise à niveau des athlètes. Parce que nous devons savoir que mois de mai déjà, il y aura un championnat africain de Jiu-Jitsu ici en RDC. Et c'est un championnat de zone 4. Donc il va cibler la zone 4, dont le président Kangalou, notre président, chapeaute. Ça fait 2 ans qu'il est à la tête de cette structure. Le stage se déroule présentement au dojo du club Santrakin. J'ai ouvert à tous les judokas en partant de ceinture verte jusqu'au niveau de ceinture noire. Les judokas suivront ce séminaire jusqu'au 30 mars 2014 au club Santrakin de la commune de Kinshasa. Après cette session de formation, la FECOJUST organisera son championnat national. Pour vous tous qui avez loupé de faire un tour ce matin à votre kiosque à journaux, l'heure est à présent pour vous de vous rattraper. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Eric Izami a parcouru pour nous et pour vous toutes les parutions d'aujourd'hui et il nous propose cette revue de presse. Bonsoir, un sujet choc qui bouleverse les esprits. Encore de bruit de bottes à l'est de la RDC, c'est le titre du phare. Les confrères notent que le Rwanda en réalité n'a jamais quitté le Nord Kivu. La société civile et les autochtones du Nord Kivu sont formels. Les soldats rwandais ont infiltré ces dernières semaines plusieurs localités du territoire de Nyiragongo. Leur présence commence à susciter beaucoup d'inquiétudes car elle rappelle les prémices annonciatrices de rébellion à répétition que connaît cette partie de la République démocratique du Congo. Entre-temps, Forum des As revient sur la loi de l'amnistie et fait remarquer que l'urgence de l'application s'impose. Les raïs et le Parlement ayant rempli leur part de contrat, la balle est désormais dans les camps des exécutants. De leur côté, le dépêche de Brazzaville note l'an 1 de l'accord cadre d'Addis Abeba, le MNS salue l'exécution des engagements pris par la RDC. Faisons l'état des lieux de l'exécution des engagements pris par la RDC dans le cadre de l'accord de paix d'Addis Abeba, une année après sa mise en œuvre. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Abdallah Wafi, a noté avec satisfaction le progrès accompli. Il a réitéré l'engagement de son institution à accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix et dans son développement. Le journal La Prospérité, pour sa part, note feuille de route pour les élections, Malou Malou devant la société civile. Quoique confronté à des tirs croisés, Malou Malou garde apparemment tout son sang-froid. Après sa dernière rencontre de ce week-end à Kinshasa avec le jeune, le revoici hier lundi 24 février 2014 devant les associations de la société civile qui généralement s'intéressent à la problématique de l'éducation civique et électorale. À propos, Fayoulou arrêté puis relâché. L'opposition politique congolaise se dit bâillonnée.
Après l'épisode Caméré, Martin Fayoulou, coordonnateur de Force Acquise au Changement FAC, est passé à un doigt de la prison. Il a été appréhendé en début d'après-midi le lundi 24 février au niveau de Rond-Point-Ngaba avant d'être relâché vers la soirée du même jour. Des sources concordantes renseignent que Fayoulou Martin et ses collègues de la coalition Sauvons le Congo faisaient signer la pétition appelant à la démission de Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Toujours par rapport à ce sujet, la référence plus marque: la société civile rejette la révision constitutionnelle proposée par la CENI. Selon la société civile, l'élection au suffrage indirect ne donne pas la possibilité aux pauvres d'émerger et de participer au processus électoral comme candidats. Elle redoute le risque de corruption de grands électeurs. Terminons avec le journal L'Observateur qui marque à sa une COMESA Kinshasa 2014, la 13e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères clôturée. En marge du 17e sommet de chefs d'État et de gouvernement du COMESA, marché commun pour l'Afrique australe et orientale, les 19 membres du COMESA ont par la voix de leurs délégués ministres des Affaires étrangères tenu à faire connaître la paix, la position de leurs gouvernements respectifs sur les questions relatives à la stabilité politique dans la région de l'Afrique. Consolidons les échanges intra-COMESA en développant des micro, petites et moyennes entreprises PME. Tel est le thème central retenu pour ces assises. Ça sera tout pour ce soir. Merci et au revoir. C'est par ici que se referme ce journal. Grande a été ma joie de vous le proposer. J'ose croire que cela est réciproque. Ndaye Ilambochi, qui en était le chef d'édition, me charge de vous dire tout simplement merci. Restez-nous fidèles car les programmes qui suivent sont tout simplement alléchants.